Alors, les libéraux purs et durs, euh, en fait, ils raisonnent de la façon suivante. Ils disent, voilà, que le système s'autorègle tout seul, le système de marché. Bon. À partir du moment où vous faites des interventions dans le système, vous le déréglez. Alors, il peut absorber le choc. C'est pour ça qu'il y a des cycles économiques qui sont dus, selon eux, à l'intervention dans le système de crédit par des politiques de baisse des taux d'intérêt. Ceci dit, il y a des choses intéressantes qui peuvent être. Moi, je peux être d'accord avec eux sur certains points, hein, c'est pas de problème. Mais ils expliquent, par exemple, sur le taux de salaire. Si vous interveniez sur le taux de salaire, alors vous allez avoir tout un ensemble de conséquences négatives. Et comme le système se met à dysfonctionner, ben, l'État est obligé d'intervenir pour parer au dysfonctionnement qu'il a lui-même entranché. Et donc, petit à petit, et comme plus l'État intervient, plus il fait dysfonctionner, il y a un moment où l'État va devenir totalitaire, elle va être obligée de contrôler l'économie pour parer au dysfonctionnement dont il est parfaitement responsable. Donc, le schéma des libéraux était là. Et, euh, alors évidemment, Polanyi, lui, ne pense pas ça. Euh, mais la théorie, même la théorie des crises, est là. Alors, la question, en fait, enfin, la problématique de Polanyi par rapport à ça, c'est autre chose. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que il est difficile pour la société d'encaisser le choc, en réalité, de la marche permanente en avant des marchés. Donc lui, il voit, si on peut dire, l'effet pervers, et ça, je ne veux pas avoir effet d'âge, j'ai déjà dit, d'une autre façon, en fait. Hein. Même si, d'ailleurs, il peut reconnaître qu'effectivement, un interventionnisme systématique, alors je pense notamment à l'économie nazie, j'ai mis en ligne sur mon site, petite publicité, jérômeaucourant.com, un texte qui s'appelle, rassurez-vous, je gagne rien, euh, un texte qui s'appelle Hitler et l'économie. Bon, il montre que, voilà, l'interventionnisme systématique du nazisme dans l'économie, notamment à des fins d'économie de guerre, peut faire en sorte que, en tout cas, les nazis qui ont été élus pour sauver l'économie libérale, quelque part, risquent de se retrouver très ennuyeux en ayant un État beaucoup plus interventionniste qu'ils imaginaient. Je pense que c'est un exemple très intéressant de ce que j'appelle l'aporie des marchandises fictives. C'est-à-dire que quand on réfléchit bien, à partir de 2008 et progressivement, il y a une marchandise, c'est très étrange, qui a totalement échappé au marché, mais à la demande des capitalistes eux-mêmes. Est-ce que vous connaissez beaucoup de fabricants, de capitalistes qui possèdent des matières premières gratuites? C'est assez rare, en fait. Vous connaissez beaucoup de marchands qui peuvent acheter des matières premières gratuites, même parfois être subventionnés pour cela. C'est quelque chose qu'on voit rarement. Tu vois, quand tu poses une colle, je le vois. Ah oui, oui. Eh bien, ça existe. Ça existe parce qu'on a vécu pendant très longtemps avec des taux d'intérêt qui étaient nuls, parfois négatifs. Et si on raisonne en termes réels, même si l'inflation était un peu faible à l'époque, les taux étaient très négatifs. Ça veut dire, en clair, que les banques, qui sont, comme on le disait au 19e siècle, les manufacturiers du crédit, c'est-à-dire qu'ils achètent des créances à court terme pour vendre des créances à long terme, ils font une marge au passage. C'est ça le métier de banquier. Mais la créance à court terme, en général, on la paye. On la paye, elle est à un certain taux. Ce qu'ont fait les banques centrales, c'est qu'elles ont réduit à néant, et parfois même à un niveau négatif, le prix de location du capital. Donc, voilà des marchands qui avaient des matières premières subventionnées. C'est très rare. On a parfois sur le marché du pétrole, effectivement, quand les gens veulent se débarrasser des stocks, vous avez vu, ça a un prix du pétrole négatif.
Et c'est très, très rare, ça dure quelques jours, un truc comme ça. Mais là, c'est structuré. Et moi, je me suis dit: «Mais finalement, tous ces capitalistes qui demandent, à avoir un prix du travail, concurrentiel, supprimer le SMIC et cetera, ils ne sont pas gênés, ils ne sont pas scandalisés à l'idée, d'avoir finalement, de l'argent fabriqué gratuitement par la banque centrale, dans des procédures hors marché». Et en fait, c'est un théorème polanien, c'est-à-dire que, bah, oui, ce capital, c'est une marchandise fictive qui peut être fabriquée selon la programmation de la banque centrale et pour faire tenir le système, on l'a carrément sorti du marché. Donc en réalité, nous vivons dans des économies qui sont à la fois financiarisées, mais totalement dans l'interventionnisme étatique, hein. Ça, il faut bien le comprendre. Donc elle justifie l'action politique, enfin de remettre le politique au centre. Ah bah oui, mais c'est un politique qui est subordonné aux intérêts du capital. Je crois qu'une des réponses à ça, ça serait de nationaliser une bonne part des institutions de crédit. Je veux dire, ce sont des institutions qui arrivent à vivre parce qu'en fait, en réalité, si vous voulez, cet argent gratuit n'est jamais réellement gratuit. Vous le payez, vous, surtout les jeunes, par le fait qu'il y a une inflation complètement folle des prix de l'immobilier. Parce que évidemment, ça se termine avec des bas taux d'intérêt. Bon, c'est pratiquement depuis le règne d'Auguste qu'on sait qu'il y a un lien entre la baisse du taux d'intérêt et la hausse du prix du foncier. Vous voyez? Il y a plus de 2000 ans que c'est attesté dans les textes, ce truc-là. Bon. Et vous le payez très cher. Ne croyez pas que cet interventionnisme n'est pas payé par des fractions de la société. Mais bien sûr que oui. Et donc, je crois que le coût social pour tenir ce système est totalement extravagant. Et la seule réponse qu'ont trouvé des économistes libéraux, ce sont des pressions inflationnistes, hein, sur le marché des actifs, il faut bien le faire. C'est plus d'immigration, toujours plus d'immigration. Donc l'idée, si vous voulez, et on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis, une fait la crise, l'idée, c'est que les travailleurs, par une concurrence accrue sur le marché du travail, vont payer en fait la facture des tendances inflationnistes qui sont produites par l'interventionnisme et l'impressionnisme systématique de la banque centrale. C'est très vicieux, en fait. Et quand vous regardez le nombre de mois qu'un jeune ménage doit payer pour acquérir un mètre carré en France, enfin, c'est horrible en réalité. Mais ça, c'est pas des histoires de hockey boomer et patati patata. C'est que tout simplement, eh bien, boomer ou pas boomer, bon, moi je connais des jeunes zémouriens, je disais, mais oui, mais t'es pour le libre marché, tout ça. Ben, il y a un moment, et on a besoin d'un interventionnisme pour que ça marche. Vous voyez. Donc, c'est ça qui est compliqué. Le système, il a trouvé sa régulation par une baisse accrue, je dirais, de la valeur du travail. Moi, je disais, il n'y a pas très longtemps, je vous le conseille, le livre de Peter Turchin, qui montre comment l'immigration est une arme dans la lutte des classes. Et aux États-Unis, ça a toujours été le cas. Turchin dit, ben, quand vous calculez le nombre de mois qu'un ouvrier ou quelqu'un des classes moyennes doit se payer pour avoir une heure, une année d'études universitaires, mais c'était multiplié par 3 ou par 4, en fait, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on réfléchit bien, le niveau de vie pour accéder aux études supérieures était divisé par 4. L'heure de travail effectif, son pouvoir s'est effondré. Et évidemment, ça a une conséquence. C'est-à-dire, c'est ce qu'il appelle la pompe à richesse, hein. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas perdu pour tout le monde, cette affaire. C'est sûr. Et donc, plus les pauvres, et puis plus les riches, s'enrichissent. Et la conséquence de ça est très paradoxale, c'est que les pauvres se sont mis à voter à droite. Pourquoi? Eh bien, parce que la gauche progressiste, elle, en réalité, enfin, on va dire les progressistes et beaucoup de gens, avaient des valeurs, on va dire, très, très mondialistes. Toujours plus de circulation de la main-d'œuvre, du capital et tout ça. Et adaptez-vous, tout ira bien. Mais le peuple américain a bien vu que c'est pas comme ça que ça marchait, que ses conditions de vie étaient vraiment se dégradaient, que, si vous voulez, tout le monde fantasmait en France sur la réussite d'Obama. Je dis la grande réussite d'Obama, pour voir le travail de, comment il s'appelait? Je ne sais plus de son nom, d'un Nobel américain, c'est que le taux de suicide des Blancs dans la classe ouvrière rejoint le taux de suicide des Noirs. Quand vous regardez ce qu'on appelle les morts par désespoir, regardez la littérature, les morts par désespoir dues à la crise des opiacés aux États-Unis.
Mais les démocrates, en fait, ils s'en foutaient totalement. Je veux dire, Obama, Clinton, c'était pas leur problème du tout. Évidemment, un jour, vous avez un entrepreneur politique qui s'appelle Crum, qui a bien compris qu'il y avait une colère, hein, que jamais la gauche ne voulait mettre en cause ses credos mondialistes. Et dans ces conditions, il a exploité la colère populaire. Et ça a marché. Parce qu'il y avait une volonté de la part du peuple américain de remettre la politique au centre des questions par le biais de l'économique. Alors, c'est-à-dire que l'économie vécue, en tout cas par la population, les effets pervers, on pourrait dire. Alors, c'est ce que disait Bruno Latour, qui était plutôt un homme de gauche autrefois. Il disait, bon, ce qu'il faut voir dans le phénomène Le Pen, c'est une idée assez paradoxale. Enfin, pour lui, comme homme de gauche, peut-être ça aurait dû être bien, c'est l'idée que la politique peut quelque chose pour vous. Ah, Latour disait pas que Le Pen avait raison dans ce qu'il disait, hein. D'ailleurs, Le Pen était, vous savez, un mondialiste, en fait, hein. C'est quelqu'un qui était pour une armée unique, européenne, une monnaie unique. Bon, il était pour le libre-échange et la mondialisation, sauf pour la main-d'œuvre. En gros, c'est ça, Le Pen. Bon, Latour dit pas Le Pen a raison là-dessus, mais Le Pen disait un truc, la politique peut quelque chose pour vous. Les démocrates américains ont dit, la politique ne peut rien pour vous, adaptez-vous. On va vous donner les moyens d'adaptation. En plus, tout ça et les discours, d'une certaine façon. L'important, c'est d'avoir un système ouvert et mondialisé. Bon, on va en discuter longuement. Et non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et moi, ce qui m'agace chez les bonnes consciences de gauche, c'est qu'elles se plaignent des choses qu'elles ont créées en réalité. Lorsque je vous parle de l'impact négatif de la mondialisation sur les conditions de la classe ouvrière, mais en réalité, c'est attesté dès la fin des années 1980. C'est-à-dire que moi, durant ma carrière d'enseignant, j'ai toujours vu ça, ce problème croître sans cesse, avec aucune réponse sérieuse des forces politiques. Sinon, peut-être, ça me permet d'évoquer la question de la souveraineté. Oui, alors effectivement, j'ai envie de dire, dans les classes populaires, évidemment, les gens ne formulent pas l'idée comme tu le fais de façon savante sur les catégories du politique, de l'économie. Les gens pensent simplement qu'il y a des moyens conduits, et ils ont raison d'ailleurs, compte tenu de notre niveau technique. Regardez ce que tous nos ancêtres ont fait pour vous, notamment les boomers, ils ont quand même travaillé dur. La France qu'on a maintenant, c'est pas celle qu'il y avait à l'époque où mon père est né en 32. Hein. Faut quand même être clair. Et on se dit, mais finalement, il y a quand même un écart entre ce que Marx appelait les forces productives et ce qu'on pourrait vivre de bien, en fait. Effectivement, la politique, son rôle, c'est ça. Donc l'appel à la politique, il est spontané. C'est dû, je dirais, à une décence ordinaire, à la morale commune qu'il y a dans la société. Bon. Évidemment, BHL, lui, est pas très sensible à ça. Il est quelque part dans les machins là, au Maroc. En général, ils sont là. Il gueulait contre les chutes au Maroc. À propos de la taxe, tout ça était grotesque. Cette élite hors sol est absolument ridicule, hein. Et effectivement, ça pose la question de la souveraineté. Et là, on a le problème, évidemment, que je posais avec le pénisme, c'est-à-dire que on peut avoir un État souverain qui n'est pas démocratique. Ça, c'est vrai. La revendication de la souveraineté en elle-même n'est pas une revendication de démocratie. En revanche, il y a une chose qui est sûre, il ne peut pas y avoir de démocratie sans souveraineté. Parce que si, effectivement, maintenant, si le peuple français décide quelque chose et qu'on dit « Ah, il n'y a pas de vote démocratique contre les traités européens », parce qu'on voit cette phrase, vous savez, c'est une sorte de zèbre de Moxel qui avait sorti cette affaire-là. Comment il s'appelle? Je ne sais plus son nom. Juncker, voilà. Donc, effectivement, on se rend bien compte que, par construction, l'Europe n'est pas démocratique. Évidemment. D'ailleurs, c'est un truc, si vous voulez, c'est très étrange parce que c'est beaucoup choqué au moment de Maastricht. J'avais passé à peu près un an aux États-Unis, en Amérique du Nord, Canada et tout ça. Et je voyais beaucoup de collègues américains qui disaient « C'est bizarre ce que vous êtes en train de faire. Ça ressemble à l'Union soviétique. » Je disais « Ils exagèrent un peu. » Mais en fait, ils avaient raison. Ils avaient raison, c'est que dans la constitution soviétique, effectivement, on constitutionnalise les politiques économiques. C'est vrai, ça. C'est tout. C'est-à-dire, il y a une fusion totale de l'économie et de la politique. Quand vous regardez les traités européens, alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une constitution libérale. Parce que le libéralisme repose sur la séparation des pouvoirs.
D'ailleurs, j'avais un ami qui était un vrai libéral, s'appelait, Dieu ait son âme, Walter Ostphal. C'était le petit-fils de Walter Eucken, qui était un économiste anti-nazi. Et lui disait, ben voilà, Jérôme, toi, tu es plutôt un socialiste démocratique, moi, je suis plutôt un libéral, mais il faut qu'on milite contre ce référendum parce qu'il va contre le libéralisme philosophique et politique. Et il avait raison. Je pense que les vrais libéraux auraient dû se dire, non, on ne constitutionnalise pas comme ça. Si vous voulez, c'est un mélange des genres, en quelque sorte. Mais une constitution politique, de toute façon, ne peut être que courte. Donc, elle va être complice de tout le monde. En 20 ou 30 points, c'est terminé. C'est pas 900 pages de traité qu'on vous a fait pour tester. Tout ça est absurde. Et il n'y a plus de démocratie. C'est une sorte de technocratie même. Même Olivier Duhamel, de triste mémoire, vous savez pourquoi, mais bon, peu importe, reconnaissait qu'il n'avait pas lu tout le traité. Mais oui, on votera plus là-dessus, vous avez remarqué, hein. C'est fini ça. Ils savent, ils connaissent le danger. Et je pense que c'est assez vrai. Moi, je connaissais un de mes collègues de Sciences Po qui disait, un philosophe, en gros, il se voulait la voix de la classe ouvrière. Et comme je suis imbu d'une certaine caritas christiana, même si je n'ai fait mon catéchisme que fort tardivement, heu, j'avais envie de lui dire: «Mais t'es qui toi pour faire des romans avec la classe ouvrière? T'es qui toi? T'es un philosophe de Sciences Po, tu règles des problèmes de Sciences Po. D'ailleurs, tu te comportes comme n'importe quel agent concurrentiel au sein d'une université et tu parles au nom de la classe ouvrière, mais c'est incroyable des trucs comme ça». En réalité, je pense qu'il y a une très grande prétention, heu, pour un intellectuel qui sont souvent, par définition, des gens des classes moyennes et supérieures, à dire: «Nous sommes des porte-parole de la classe ouvrière». Non, un syndicaliste est le porte-parole de la classe ouvrière, oui, c'est vrai. En revanche, en tant qu'intellectuel, en tant que militant, on peut être conscient effectivement, du sort qui est réservé, aux ouvriers ou et cetera. Mais ça, c'est autre chose, si vous voulez. Je crois qu'il ne faut pas tout confondre, donc il y avait une très grande prétention, et ça, comment dire? Je pense que ce n'est pas sérieux, effectivement, de dire qu'un intellectuel pourrait avoir un point de vue de classe comme ça. Sauf le problème, c'est que vous allez me dire, parfois, il y en a qui sont issus de la classe ouvrière, c'est vrai, mais très vite, ils l'oublient, hein. Très vite, ils sont dans des jeux de pouvoir qui leur font oublier tout ça, bah. Donc sauf peut-être Proudhon, peut-être, qui était ouvrier imprimeur jusqu'à la fin, c'est vrai, hein, c'est tout à fait juste. Mais convenons avec moi, dans le mouvement ouvrier, finalement, malheureusement, c'est plutôt la loi d'airain de l'oligarchie, qui a triomphé, plus que des Proudhon. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, si vraiment ce sont des Proudhon qui avaient été à la manœuvre en Union soviétique, il n'y aurait pas eu de goulag, il y aurait pas eu d'extermination des koulaks et tout ça. Bien évidemment. Et là, c'est plutôt, une apologie du socialisme historique à la française que je fais ici là devant. Donc voilà, première réponse, c'est soyons sérieux. L'autre, c'est oui, bien sûr que nous sommes des gens d'une génération et je pense que le devoir d'une génération, bah, c'est de transmettre le flambeau et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire que moi, j'essaie de faire comprendre et j'ai même pas l'impression que mes enfants m'écoutent toujours. D'ailleurs, j'espère qu'ils écouteront, que ce soit en France ou au Proche-Orient, le message que je leur donne. Mais je sais que même par rapport à ces enfants, c'est compliqué de leur dire: «Écoute, j'ai appris des choses, je vais vous en confier une d'ailleurs. J'ai appris des choses, tire profit de mes erreurs, moi». Je vais vous raconter une histoire pour finir qui me tient beaucoup à cœur. J'étais un jeune imbécile de 18 ans et j'avais voté pour Mitterrand en 1981. Mon père, m'accueille à Paris, rue Mouffetard. C'était à l'époque encore un quartier un peu populaire. Il dit: «Ah oui, tu as voté pour Mitterrand?» Il m'a dit: «Ouais, bah, c'est lui et ses copains qui m'ont fait faire 5 ans d'Algérie. J'ai voté socialiste pour avoir la paix, et finalement je suis devenu gaulliste parce que vois-tu, De Gaulle a trahi ses amis, mais il a pas trahi la France». Alors j'étais un peu douché, mais ça commençait. La leçon de politique commençait à peine à ce moment-là et je lui dis: «Oui, non mais d'accord, mais quand même». Il me dit: «Écoute, la vérité, c'est que ce que tu veux pas voir, c'est que Mitterrand est en train de vous avoir tous. C'est un homme d'extrême droite à l'origine et au fond, il l'est resté». Je lui dis: «Mais comment tu peux dire ça?» Il dit: «Mais c'est simple, lis la presse d'extrême droite, elle connaît très bien François Mitterrand». Alors j'ai regardé la presse d'extrême droite qu'il m'a donnée
Il y avait des photos atroces. En fait, si vous voulez, tout ce que racontent Péan et Cohen, tout ce qu'on a su dans les années 90, moi, à 18 ans, je l'ai su. Et je lui ai dit cette phrase la plus imbécile. Et franchement, j'ai médité ça toute ma vie. Non, mais papa, c'est pas vrai puisque c'est l'extrême droite qui le dit. C'est ça que je lui ai dit. Mais vous vous rendez compte que cette phrase, d'une connerie sans nom, vous la trouvez partout en ce moment. Et voilà. Mon père n'a pas réussi à me faire comprendre. Alors si vous voulez, 10 ans après, j'avais compris. Il a fallu attendre le début des années 90. J'ai vu les trahisons en chaîne. J'ai vu que finalement, effectivement, Mitterrand, très vite, la parenthèse socialiste en France, elle a duré un an, si pas plus. Après, il a ramené Jacques Delors, qui était un mec quand même qui était formé dans le parti d'en face. Enfin, voilà, c'était un trans. Jacques Delors, un trans politique. Il n'avait rien à faire au Parti socialiste. Tout de suite, il y a eu l'opération Touche pas à mon poste. J'ai dit, c'est bizarre cette histoire. Il n'était plus du tout de question de classe ouvrière ou n'importe quoi. Parce que mon père, lui, venait vraiment de la classe ouvrière rurale, des gens pauvres du Morvan, sur les. Donc j'étais très sensible à la question sociale et j'ai bien compris qu'avec les histoires de Mitterrand, de Jacques Attali, de tout ça, de Pierre Berger, le milliardaire, là, je ne dirais pas faux mal ce soir sur lui, donc j'arrêterai. Je me suis rendu compte que c'était un jeu de dupes et qu'il fallait arrêter tout ça. Bon. En gros, si vous voulez, ça fait depuis une trentaine d'années que j'ai compris l'affaire. Mais faire comprendre ça aux jeunes abrutis, là, qui m'ont demandé de me taire quand j'ai constaté en 2009, quand je suis allé au parti de gauche, qu'il n'était pas normal que Mélenchon et ses sbires trafiquent les résultats des élections à Vénissieux pour faire passer leur candidat qu'enfin d'autres. Et que je voyais des gamins de 20 ans, ils m'ont pas dit « Ok, boomer », c'était pas à l'époque, mais ils me l'auraient presque dit « Jérôme, fous pas le bordel ». Il avait pris comme pseudonyme Robespierre sur les réseaux sociaux. Et je lui ai dit « Mais tu sais, Robespierre, il avait une différence avec toi. C'est que quand il était mis en minorité à l'Assemblée, il a accepté la mort. Il se soumettait à la voix du peuple. Toi, t'es un crétin, on a failli se battre. » C'est comme ça que Mélenchon, avec ses gardes rouges décérébrés, a construit un petit parti totalitaire. Une catastrophe. Là, je me suis dit, mais on arrive. En fait, c'est ça le drame de ma génération. Oui, je suis un homme de ma génération, j'ai appris des trucs, c'est vrai. Vous savez, j'écoutais Radio Roscoe en ondes courtes, j'avais 15 ans. Hein. Donc, je viens de là quand même. Mais ça, le transmettre, on y arrive très difficile. Oui, nous sommes des hommes de notre génération. Et alors, le problème, c'est que vous n'écoutez pas ce qu'on peut vous apprendre. Au lieu de faire des cons là, et dire « Ok, boomer », écoutez ce qu'on a à dire. Écoutez les conneries qu'on a faites. De façon à en faire un peu moins. Voilà. Bon, machin, merci pour tout ce que vous aurez écouté.